Madame Vienne, elle a deux grandes qualités. La première, c'est une personne qui a une énorme énergie, qui veut arriver à des projets, qui les réussit, et elle a une chance dans sa vie, c'est d'avoir rencontré le Dr Bird. Dr Bird, nous le connaissons tous dans la réadaptation, parce que les appareils Bird qui ont beaucoup aidé pour la respiration, je continue à l'utiliser, c'est lui. Moi, je crois que c'est un oiseau. Et puis, elle m'a fait connaître Dr Bird. Et Dr Bird, c'est un homme assez extraordinaire, très inventif. Je ne sais pas à quel âge il a imaginé le percussionnaire. C'est un drôle de nom, mais c'est lui qui l'a donné. C'est un mot français, c'est pas qu'un Américain qui l'a mot français. C'est pour faire comme des percussions. Les enfants font des gros solides, vous connaissez tous ça maintenant. Et c'est dans le même esprit. Donc c'est surtout fait pour le désencombrement quand on est encombré. Et ça marche. Mais l'idée, ça a été d'utiliser cet appareil pour redonner des sensations à l'intérieur du thorax. Alors, les bronches, essentiellement, mais aussi les voies aériennes supérieures. Et en rencontrant Monique, parce qu'avec Monique, il y avait un lien, c'est une équipe de médecins de la rééducation, que je connais bien, qui sont à Tunis, qui ont une excellente équipe, et qui ont appliqué ce système chez des enfants qui avaient des difficultés d'élocution, d'articulation, et qui avaient une lésion cérébrale, néonatale ou périnatale, voilà. Et ça s'appelle, avec un terme horrible, de personnes qui ont des infirmités, muscles cérébrales. Bien. Et puis ces lésions cérébrales, ce sont des enfants qui ont des difficultés de motricité, aussi de langage, et des troubles, en fait, aussi assez perceptifs. Et ça marchait assez bien, même bien. Mais dans le fond, peut-être on va pouvoir redonner la proprioception. Donc c'est ce que j'ai l'idée. Maintenant, je donne la parole, non pas à la proprioception, mais à la spécialiste de la question. En vous demandant, je ne peux pas... Oui, monsieur, je vais faire très court. Bon, non, pas très. Je vais faire très court. Voilà. Je ne sais pas si c'est une qualité aussi, mais j'ai aussi la chance d'avoir un CED et de l'avoir avant de connaître M. Amonet, donc c'est pas que dans la tête de M. Amonet, ça c'est déjà un grand point. Et donc peut-être aussi de comprendre certains de vos problèmes. Et que, bon, moi je travaille en fait dans la ventilation, mais pas que dans la ventilation de CED depuis des années, depuis 1997, où je travaille donc avec le docteur Forrest Mortenberg aux États-Unis, et qui est en fait un médecin qui a inventé tous les appareils de ventilation qu'on utilise aujourd'hui à travers le monde. Et effectivement, donc on a eu la chance de se rencontrer avec M. Amonet à Tunis, à l'occasion de séminaires avec le professeur Ben Salah et le professeur Ziri, où effectivement, moi je travaillais avec des patients pédiatriques neuromusculaires. On a commencé à travailler avec M. Amonet avec les percussionnaires à Mont-d'Or, avant de s'intéresser percussionnaires et CED. Donc ne pensez pas que le percussionnaire, on le met avec le CED comme un truc à la mode. Le percussionnaire, depuis 1997, soigne des millions de gens à travers le monde avec des BPCO, des problèmes d'asthme, des problèmes de dilatation de bronches, mais aussi de patients neuromusculaires et autres. C'est une technique qu'on utilise à travers le monde entier. Donc j'ai essayé de voir un petit peu ce qu'était le problème du syndrome d'Ehlers-Danlos dans le handicap respiratoire, puisque M. Amonet m'avait demandé de faire un DU à Créteil, et donc ça a été mon travail de soutenance. Donc je vais aller très vite. Simplement, voilà, dans les signes à l'époque, puisque mes travaux ne sont pas tout jeunes, ils ont 2-3 ans, à l'époque j'avais étudié que 268 cas. Et sur ces 268 cas, on avait effectivement plein de signes de différentes pathologies, mais on voit aussi qu'il y a un problème respiratoire et pas de façon anodine. Alors il est clair que le problème respiratoire des patients CED, ce n'est pas leur priorité. C'est comme si vous me disiez un myopathe avec le téléthon dans son fauteuil roulant, tu as des problèmes pour respirer, il va vous rire au nez, parce qu'il va vous dire j'ai plutôt un problème pour me déplacer avec mon fauteuil roulant. C'est ce qui est évident, donc effectivement on va plus se soucier des douleurs, on va plus se soucier des articulations. Et quand on arrive en vous disant « excusez-nous, vous avez aussi un problème respiratoire », alors là, on nous rigole bien au nez. Mais c'est pourtant le cas.
Donc moi, ce qu'on avait essayé de faire au moment, c'est qu'on avait fait une étude avec des troubles respiratoires, avec de la dyspnée. Et dyspnée, ça veut tout dire et rien dire. Comme douleur, ça veut tout dire et rien dire. Donc il y avait plein de manifestations avec des indices sur des échelles relativement importantes, et aussi de l'essoufflement et de la fausse route. Donc l'hypothèse de travail était de dire, comme une hypothèse classique de problème respiratoire, asthme, problème psychosomatique, angoisse, syndrome d'apnée du sommeil, reflux gastro-œsophagien et fatigue. Donc tout ça, en fait, vous le voyez déjà, vous, tous les jours, dans ce que vous avez. Donc vous dites, l'asthme, on me l'a déjà dit, des problèmes si, ça on viendra tous les jours, des angoisses, a fortiori, des syndromes d'apnée du sommeil, je dors pas bien, les reflux gastro, j'y suis, et la fatigue, j'en parle pas. Donc vous aviez déjà tout ça, et moi-même, j'avais tout ça déjà dans les trucs. Donc les manifestations respiratoires disparates, crise d'asthme, dyspnée, bronchite, rhino, on peut y aller. Et en fait, comme vous disiez tout à l'heure avec la consultation généraliste, et bien tout ça, quand vous parlez avec des médecins, il y a. Mais alors vous avez de la chance dans votre malheur, là, tous. Et moi-même, j'ai de la chance. C'est que tout ça, ça rentre bien dans les cases du PMSI depuis ce matin où je vous entends parler, en me disant où c'est que je dois les mettre. Eh bien oui, ça, crise d'asthme, j'ai une coche dans le diagnostic. La dyspnée, j'ai une coche. Mais le problème, c'est que c'est quand c'est l'ensemble de tout ça en même temps, j'ai plus de cases, d'accord? Et c'est quand j'essaye de réfléchir à la physiopathologie de tout ça, j'ai encore moins de cases. Ok? Et c'est pour ça aussi qu'on part sur des erreurs. Donc en fait, les résultats sur 40 patients que j'avais suivis de façon plus approfondie, en fait, je trouve bien de la dyspnée. Mais la dyspnée, c'est la physiologie respiratoire, la respiration, et c'est un temps inspiratoire et un temps expiratoire. Il y a 2 temps dans la ventilation. Or, l'asthme, c'est une dyspnée expiratoire. Donc c'est toujours la même chose. Il faut faire de la clinique. Quand vous faites une crise d'asthme, quand vous avez un gamin qui vous fait une crise d'asthme au froid ou n'importe quoi après le sport, c'est quand il souffle que ça siffle. Or, les gens qui ont un 7, c'est quand ça rentre que ça siffle et qu'il y a un blocage. Donc ça ne peut pas, rien que physiologiquement parlant, ça ne peut pas être de l'asthme. Ensuite, il y a des encombrements, ensuite il y a de l'essoufflement, de la fatigue, et on continue à avancer. Ce qui était intéressant de savoir aussi, c'est le truc à la mode en ce moment, dans tous les congrès de pneumologie que l'on peut faire, c'est le syndrome d'apnée du sommeil. Donc on vous met des PPC. Pourquoi? Parce que souvent les patients saignent, le matin se lèvent, vous dites, pardon, j'ai mal à la tête, j'ai pas bien dormi, mais ça c'est vraiment dans le signe de l'apnée du sommeil. La problématique, vous n'avez peut-être pas bien dormi parce que vous n'avez pas le bon matelas. Des maux à la tête, ça peut être un problème de cervical mal positionné. Ensuite, le conjoint, avec un peu de chance, il va vous dire « Ah, mais elle ronfle toute la nuit ». Et lui, il ronfle toute la nuit. Donc s'il ronfle, c'est vraiment des apnées du sommeil. Or, on peut ronfler sans faire d'apnée du sommeil. Donc, il y a des choses comme plus... Comme vous dites, les consultations vont très très vite, c'est juste 10 minutes et pas 2 heures de consultation, et donc on n'a pas le temps de prendre la clinique. Donc vous dites, je ronfle, paf, ça va vite dans ma case. Ensuite, tu as quoi? Tu as pompé, paf, ça va vite dans la case. La somme vous donne un mauvais diagnostic respiratoire, et pourtant, vous l'avez bien, et les traitements qu'on vous donne ne sont pas efficaces. Donc la physiologie, il est avant tout un phénomène bronchique, hein, parce que la plupart du temps, les patients 7, quand on fait des EFR, elles sont tout à fait normales. Alors là, bonjour, c'est pour les... Comme je dis à ma pneumo, t'es ma pneumopsie. Parce que quand j'arrive avec mes EFR normales et que je lui dis « au secours, je ne peux pas respirer », elle me dit « il y a un problème, quoi ». Et puis objectivement, quand elle fait la clinique, là, effectivement, j'ai des problèmes respiratoires. Donc c'est vraiment ça qui est important, et elles peuvent être très peu perturbées. Et alors le pire, c'est quand on vous demande d'aller faire des gaz du sang. Donc là, les gaz du sang, ils sont tout à fait normaux. Donc là, si vous arrivez avec des EFR normaux, des gaz du sang normaux, et dire que j'ai besoin d'oxygène ou j'ai besoin d'un ventilateur, là, vous êtes sûr que vous avez la consultation aussi associée. En fait, le problème, c'est que c'est le diaphragme qui ne marche pas. Or, la plupart des gens oublient que le muscle respiratoire principal dans la ventilation, c'est le diaphragme. D'accord? Et donc, c'est lui qui a vraiment un gros problème et qui est lié donc à cette fatigue importante. Donc, mon hypothèse de travail, eh ben voilà, j'avais commencé à tout faire, il n'y a plus rien qui marche.
Moi, j'étais fort embêtée parce que, en plus, M. Amenet m'avait donné des deadlines très courts. Et donc, moi aussi, j'avais les cases du PMSI à remplir très vite. Et le PMSI, ce que c'est parce que... Donc, oui, en fait, c'est ce dont vous parlez, les cases depuis ce matin. C'est les cotations pour les médecins dans les hôpitaux et dans les cabinets. C'est là qu'on case pour dire le patient, il remplit bien ce critère. Hein, ça va du diagnostic en passant par le soin. C'est-à-dire qu'une injection, une intramusculaire, ça doit durer 2 minutes. Une injection sous-cutanée, c'est 1 minute 30. Et donc c'est comme ça qu'ils cotent les hôpitaux, mais aussi les cabinets, pour pouvoir avoir leur remboursement. Donc imaginez bien qu'à patient 7, c'est pas très rentable. Et pour ceux qui m'ont déjà eu au téléphone, régulièrement, je leur dis, vous n'avez pas choisi d'avoir une pathologie pas rentable. Ça, c'est un autre problème. Et donc, en fait, il me restait plus que le reflux gastro-œsophagien et la fatigue. Mais, bon, j'ai eu quand même quelques profs de pneumo en France qui m'ont fait un peu chercher et qui m'ont dit que pour savoir, il fallait comprendre, et pour comprendre, on pouvait traiter. C'est Newton. Donc, en fait, le système ventilatoire, et c'est là aussi, au même titre qu'on enseigne le CED en dermato, alors vous voyez bien que les problèmes dermato, vous en avez très peu. En ventilation, en fait, quand on parle avec des patients, avec des praticiens, ce qui leur apporte, c'est d'apporter les gaz du sang, c'est apporter de l'oxygène au niveau des alvéoles. Or, pour apporter de l'oxygène jusqu'aux alvéoles, c'est qu'une histoire de tuyauterie, et on oublie qu'en réalité, quand on parle de système ventilatoire, il y a un poumon, et puis il y a les propriétés mécaniques et la cage thoracique. Et donc, pour ventiler, c'est le diaphragme qui est important. Ça, c'est le premier muscle. Mais il y a aussi les propriétés mécaniques de la cage thoracique. Et là, on est mal parti. On a à nouveau des articulations, parce qu'une cage thoracique, c'est plein de côtes, mais chaque côte, elle a 2 articulations, une costosternale et une costovertébrale. Donc, vous luxez le petit doigt, vous luxez les côtes. D'accord ? C'est que ça, c'est qu'une problématique. Donc il faut réfléchir non pas sur l'alvéole où on va faire l'échange gazeux, pas sur la ventilation, mais sur le système ventilatoire. En plus, manque de peau, parce qu'on est bien barré en tant que tel, manque de peau, les muscles respiratoires, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est que des muscles, là, vous voyez, c'est que du collagène. Le collagène, plus de 90% donc, de notre corps, et avec une belle particularité au poumon, c'est presque 98% du pitralala, comme diraient certains. Et donc en fait, le problème, c'est que l'arbre bronchique, l'échange gazeux, l'oxygène que vous allez faire, c'est au niveau de l'alvéole qui est ici. D'accord ? Maintenant, il faut être bon en physique et en médecine pour faire... et en physique-chimie pour faire médecine. Avant, il fallait être bon en latin. Ça, c'est un assigné alvéolaire. J'arrive de Nice, où je vis. C'est un bouquet de mimosa, comme on les a en ce moment. C'est là qu'on fait les échanges gazeux. Mais le problème, ça se trouve tout au bout ici. D'accord ? Ou tout au bout ici. C'est-à-dire que j'ai beau mettre de l'oxygène ici, ou j'ai beau mettre ce que je veux, si c'est pas libre, là, puis là, puis là, puis là, c'est la neige qu'on a eue la semaine dernière. C'est-à-dire que l'autoroute était à peu près dégagée, la nationale en rigolait un peu, et ceux qui habitaient dans des villages complètement isolés, ben vous étiez tranquilles. Et bien l'oxygène, c'est la même chose. Et pour que l'oxygène rentre dans le poumon, il y a un muscle qui peut nous aider. C'est le diaphragme. Le problème du diaphragme qui est ici, c'est qu'en fait, on parle d'un muscle. Ce qui est une erreur en anatomie, pardon, c'est c'est des hélicoupoles, d'accord? Et en fait, regardez ce qui se passe ici, vous avez une énorme zone fibreuse où ça, ce n'est que du collagène. Ça va? J'entends qu'il y a certains qui soupirent là. Et regardez, donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, je vais avoir, bien sûr, l'aorte, toutes ces choses-là qui vont passer. Pardon, monsieur. Je vais ensuite avoir, c'est pour ça que vous avez des hernies hiatales, parce que ça passe là aussi. Et là, ça se détend aussi. Et donc, du coup, pour se contracter, parce que je vous rappelle que c'est lui qui se contracte de façon innée, hein, dès qu'on est sur une table d'accouchement, c'est ça qu'on demande à l'enfant, hein, de crier pour que ça se mette en route. Et quand ça se met en route, quand ça descend, ça crée une dépression et l'air rentre tout seul. Et si ici c'est distendu, l'air ne peut pas bien rentrer, tout simplement. Il n'y a rien. Là, c'est un poumon
avec une hémicoupole droite qui est beaucoup trop haute, elle devrait se trouver ici, d'accord, et l'hémicoupole gauche, c'est le même combat. Donc là, ça ventile pas bien, quoi. Ok? Donc, je reprends très vite. Donc, en fait, le problème respiratoire, c'est une lésion pulmonaire, une infection pulmonaire, une inflammation, une atelectasie. Et donc, à un moment donné, il faut essayer de casser ce système. Alors, certains vont me dire, on met percussionnaire pour me faire cracher, mais je ne crache pas beaucoup. Il est probablement, les sécrétions sont au fond du poumon. Et parce que vous avez donc un problème au niveau du diaphragme, pour les faire remonter, c'est fort difficile. Donc, vous ne vous rendez pas compte de ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire le traitement donc, de la ventilation à percussion intrapulmonaire, l'IPV, à l'aide du percussionnaire. Donc, en fait, ce n'est pas une méthode qu'on essaye depuis quelques temps, hein, c'est une méthode qui est utilisée depuis fort longtemps. Ici, vous avez déjà les recommandations depuis 2000 pour faire de la kiné instrumentale avec. Et ici, c'est l'un des articles qui nous a fait travailler, enfin, que M. Avonnet m'a fait travailler pour faire avancer ça, c'est que c'est aux États-Unis, à la suite de cet article, démontré que ça marchait dans des complications d'une pathologie d'ostéogénèse imparfaite qui était quasi la même, enfin, qui ressemble en fait au sel. Alors comme vous pouvez voir, vous inquiétez pas, ma voix va descendre, c'est normal, vous connaissez le phénomène. Donc il y a un article historique en fait qui a été écrit sur M. Bird, M. Avonnet et co-auteur, qui explique en fait ce qu'est la percussion, ce qu'est la ventilation. Et en fait, les percussions sont des petits volumes qui passent à travers ce phasitron ici. Hein, ce sont des petits volumes sous courant qui sont délivrés à fréquence et à pression modulable. Aujourd'hui, à force de vous écouter, à force de travailler avec des patients à longueur de journée, on a développé, donc on a tout ça à régler. Il y a une machine qui vient plus simplement. Et elle va se superposer à votre ventilation. Donc en aucun cas, il faut aller chercher la machine, il faut vous laisser faire. Souffler normalement, se laisser faire, et c'est elle qui va travailler pour vous. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est une cartridge à l'intérieur, cette même pièce, pour vous donner une ordre d'idée. Ce matin, quand j'ai pris l'avion, je n'ai pas mis de masque pour pressuriser, parce que la cabine était pressurisée. C'est cette même pièce qui est dans le percussionnaire qui pressurise les avions. C'est quand feu la navette décollait, pour vous donner une autre ordre d'idée, c'est les astronautes, jusqu'à temps qu'ils arrivent à l'atmosphère, ils étaient en apnée. D'accord? Donc quand ils descendaient le casque, ils avaient la même cartridge à l'intérieur, c'est ça qui les permettait de ventiler. C'est la pièce médiale du percussionnaire avec son circuit qui a inventé le Dr Forrest Norton Bird. Et donc c'est des petits volumes qui vont passer ici dans des conduits de plus en plus étroits, d'accord, qui vont passer par la porte aspiratoire, d'où la nécessité de mettre un générateur d'aérosol, et de toujours mettre du sérum physiologique. Ne vous percutez jamais sans sérum physiologique, parce que ça c'est juste atroce, hein. C'est fait exprès, on humidifie, et donc là les volumes vont passer ici avec des plus gros volumes, mais à basse pression directement au patient. Et quel que soit votre état, c'est-à-dire vous êtes en forme, vous êtes dans une période de faste, donc on fait son traitement normalement 15 minutes par jour, ça suffit. On est dans une période où on est un peu plus fatigué, donc si je suis un peu plus fatigué, j'ai besoin d'un peu plus d'oxygène, parce que mon diaphragme que vous avez vu tout à l'heure pour se contracter, il vous demande de l'énergie. L'énergie, pour l'instant, vous consacrez à marcher, à manger, donc l'énergie qu'il faut donner dans le diaphragme, vous l'oubliez, mais c'est de la fatigue accrue. Donc ce n'est pas la peine de vous fatiguer encore plus, simplement en remplaçant par cette kinésithérapie, vous allez moins vous fatiguer au niveau respiratoire, apporter de l'oxygène et pouvoir donner un coup de fouet pour le reste. Pardon, excusez-moi. Donc je vous rappelle que le poumon c'est ça, et que tout ça là, tout ce que vous voyez en blanc, ça c'est l'arbre bronchique d'un homme de 40 ans, en fait tout ça là, tout ce truc blanc, c'est les bronches, les bronchioles et compagnie, et ça ce n'est que du collagène. Donc c'est distendu, il n'y a pas de contraction, ça va dans tous les sens. Ensuite ici, de ce côté-là, vous avez tout ce qui est vasculaire. Donc les vaisseaux, les artères et ainsi de suite, où il va faire les échanges gazeux. Et je vous rappelle aussi qu'au niveau de l'arbre vasculaire, on en a parlé ce matin, c'est aussi du collagène. Donc vous voyez que les conduits de transport, ils ne sont pas en pleine forme. Donc en fait, de dire, au lieu de mettre des gros volumes, ou d'essayer de faire rentrer de l'air comme ça qui va vous fatiguer dans des bronches comme ça, et bien au lieu de faire ça, en une seule fois, on va faire ça, mais
très vite en même temps. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 400 cc en une seule fois, je vais mettre un cc en 400 fois. Et quelle que soit la taille de ma bronche, c'est-à-dire je suis en pleine forme, ça va rentrer. Je suis fatiguée, ou j'ai un encombrement, ou je suis en phase, et c'est ça, de dyspnée expiratoire, inspiratoire, pardon, ça se ferme, parce que l'air va quand même passer. Ça, je la passe parce que les vidéos, je vous les montrerai après. Donc ça aussi, en aparté. Donc la ventilation percussion, c'est une méthode de traitement et de ventilation transitoire des pathologies respiratoires restrictives ou obstructives, donc depuis des années. Et ça, c'est toute la revue de la littérature qu'il y a. Donc aujourd'hui, pour vous, le plus simple, c'est le nouveau percussionnaire. Donc celui-là, il fait plus que 5 kg, il est complètement silencieux, il est dans son sac de transport, il est facile à connecter et vous n'avez pas de pression de réglage comme sur les anciennes générations. Vous n'avez plus qu'un bouton on-off à faire, avoir la percussion. D'accord? Donc, réglage fréquence de percussion, rapide pour les scènes. Hein, il ne faut pas chercher à faire très lent. Et si vous vous trompez sur la machine, ou si le gamin joue avec votre machine, ou si le petit frère joue avec la machine de la grande sœur et dérègle les boutons, il n'y a pas d'effet délétère, il n'y a pas de risque, si ce n'est que vous ne serez pas efficace, tout simplement parce qu'il y a eu un problème de réglage. Donc c'est toujours les fréquences les plus rapides. Vous pouvez le coupler à l'oxygénothérapie, hein, ça c'est important, mais il y a certains patients qui, quand ils se percutent et qui mettent de l'oxygène, ne se sentent pas bien ou ont l'impression de voler. C'est normal, c'est qu'il y a une addition des deux trop importante au niveau de l'oxygène. Donc pour les patients sains, vous pouvez couper l'oxygène le temps de la percussion. Vous pouvez faire 5 minutes de percussion et votre quart d'heure, 5 minutes d'oxygène, pardon, et votre quart d'heure de percussionnaire, disassocié, simplement en fermant la bouteille. Hein. Mais on en parlera en atelier. Et donc c'est 5 à 15 minutes par jour, 1, 2 fois par jour, ça c'est vous qui décidez, en fonction de comment vous vous sentez. Alors, juste pour vous montrer, simplement que sur les 40 patients qu'on avait suivis à 1 mois seulement, en fait, on s'est aperçu que la dyspnée inspiratoire avait diminué, et de façon considérable. Ensuite, que les gens qui le faisaient régulièrement, en fait, les sensations d'essoufflement, tout ça, même si vous avez l'impression que les chiffres sont plus importants, en fait, ils montent. Hein, si on fait une analyse plus fine, ils montent, on change de cotation, d'accord? Donc les patients vont quand même beaucoup mieux. Au niveau des crises respiratoires, et ça c'est important, parce qu'il y en a qui se sont trouvés plusieurs fois en réanimation ou avec des problèmes où là on te dit c'est de l'asthme, on va t'intuber, c'est la misère, et après on a des gros problèmes pour récupérer. En fait, souvent quand on étudiait les gens nous disaient qu'en fait ils faisaient des crises respiratoires et avec des durées fort longues. Et ben, en mettant un mois de percussionnaire, on voit que les crises diminuent, d'accord, et que surtout la durée diminue. D'accord? Et ça, c'est fort important aussi. Donc là, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que les ronflements, diminuent bizarrement. Et pourtant, le percussionnaire, je ne soigne pas les apnées du sommeil. Hein. C'est rien à voir. Simplement, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre carrefour oropharyngé, et ce qui vous donne ma boîte ténor aujourd'hui, c'est que notre carrefour oropharyngé, il est complètement dilaté, il part dans tous les sens, d'accord? Donc la nuit, quand vous vous endormez, ça s'effondre. Mais si on fait un enregistrement au niveau apnée pure du sommeil, souvent, la plupart du temps, les patients n'ont pas d'apnée ni centrale, ni obstructive. Ils ont en revanche d'autres problèmes du sommeil, avec des problèmes de membres hyperactifs ou de choses comme ça, mais ce n'est pas du tout dans ce que connaissent les pneumologies au jour d'aujourd'hui quand ils disent apnée du sommeil obstructif, je mets une CPAP. Ce n'est pas du tout dans le même schéma. D'accord? Donc la fatigue, ça bouge, ça se modifie aussi. Les maux de tête, ça se modifie aussi. Et tout ce qui est fausse route, solide, liquide et dysphonie, ça s'améliore. Pourquoi? Parce que je travaille aussi le carrefour oropharyngé en travaillant avec cette machine. Donc après, sur la fatigue, vous voyez qu'en fait, les gens sont moins fatigués, d'accord? Sauf, surprise, ici, on s'aperçoit que ceux qui ont utilisé le percussionnaire à 1 mois
parce que j'ai eu une attaque un jour comme ça, on me dit « Ah mais ils sont plus fatigués quand ils marchent dehors que quand ils n'avaient pas le percussionnel. » La palissade, réfléchissez, qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez mieux, donc vous marchez plus dehors. Et si vous marchez plus dehors, vous êtes plus fatigué. Et ça, on arrive à un problème de la réhabilitation respiratoire. D'accord? Ça veut dire que d'un seul coup, on se sent mieux, on veut repartir, mais il faut, à un moment, si on a fait 6 mois de fauteuil ou 6 mois de lit, d'accord, et que d'un seul coup, je me suis percutée, je me sens mieux, je vais aller courir le marathon de Paris, en tous les cas, moi, je ne suis pas capable de même passer la porte de départ. D'accord? Avant d'aller attaquer le marathon de Paris, il va peut-être falloir aller marcher un petit peu sur les berges de la Seine pendant 1 kilomètre et petit à petit augmenter ma distance. C'est ça le problème de la réhabilitation. Et donc, c'est ce qu'on a travaillé avec le docteur Gauthier à Montpellier. Donc ça, c'est une dia en anglais, hein, mais c'est validé, c'est prouvé, c'est dans tous les congrès, on en parle, on parle toujours de réhabilitation respiratoire. C'est comme si vous vous cassiez une jambe, qu'on met un plâtre, on vous enlève le plâtre, d'accord, qu'est-ce que vous faites? Vous faites tous de la kiné, vous n'allez pas courir le marathon dès qu'on a enlevé le plâtre. Et même le problème respiratoire, c'est un muscle hein, aussi, c'est la même chose. Donc à un moment donné, on ne l'a pas fait travailler, on veut le refaire travailler, il faut faire du réentraînement à l'effort, il faut refaire de la réhabilitation respiratoire. Parce que mon prof de pneumo m'a toujours appris que la plus belle richesse de l'homme, c'était la respiration. Et je vous remercie. Merci.